Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associe pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, Hélène Bier reçoit Saskia Brikmont. Bonjour Saskia Brikmont, vous êtes eurodéputée belge au Parlement européen et au programme de notre interview aujourd'hui, la protection des droits des enfants. Depuis le début de votre mandat, vous vous mobilisez pour promouvoir le développement et la protection des droits des enfants en Europe. Malheureusement, on constate que de très nombreux enfants et jeunes mineurs fuient l'Ukraine en raison de la guerre. Quelles sont les protections qui leur sont accordées par l'Union européenne et quelles seraient les initiatives à prendre pour améliorer la défense de leurs droits fondamentaux ? Effectivement, c'est une dimension qui me tient fort à cœur parce qu'on constate à quel point l'intérêt supérieur de l'enfant est un principe, mais très peu appliqué finalement, à la fois dans le quotidien et dans nos législations, puisque beaucoup de décisions sont encore prises. Je pense par exemple à l'enfermement des enfants dans le contexte migratoire qui vont totalement à l'encontre de l'intérêt supérieur des enfants. Et néanmoins, il y a des stratégies au niveau européen qui prennent en compte les droits des enfants et leur intérêt supérieur. Et ici, dans le cas de l'Ukraine, eh bien, les enfants, comme leurs parents, bénéficient de la protection temporaire avec l'activation de la directive sur la protection temporaire, avec les droits qui en découlent, qui sont l'ouverture de droits liés aux parents. D'une part, droit à la scolarité, droit au logement, à la sécurité alimentaire, et j'en passe. Et puis il y a des dispositions particulières aussi pour les MENA, les mineurs non accompagnés, qui sont ouvertes. Néanmoins, la question, et il faudra bien évaluer la situation aussi, de l'accueil est fortement différente d'un État à l'autre, et leur prise en charge par les éducateurs, les services sociaux, etc. sont différentes d'un État à l'autre, sachant que la plupart des pays sont déjà saturés et ont déjà des difficultés en termes d'accueil idéal, optimal des mineurs non accompagnés. Il se pose aussi en termes de protection des droits de l'enfant la question des jeunes étudiants, dont de nombreux sont restés bloqués aux frontières et n'ont pas été acceptés, notamment par des États comme la Pologne, là où, à ma connaissance, la Commission européenne n'a toujours pas réglé réellement ce problème, et donc est plutôt dans un encouragement, je dirais, des initiatives qui sont prises par les États membres, et c'est vrai qu'elles sont à saluer, mais néanmoins, en termes de respect des droits fondamentaux, à la fois des réfugiés, de tous les réfugiés, et des enfants dans le contexte migratoire, il y a encore pas mal de travail. On demande par exemple que l'organisation concrète de l'acheminement des réfugiés ukrainiens, en l'occurrence, vers les différents États membres ait lieu de manière coordonnée et que la Commission européenne, l'Union européenne puisse intervenir dans cette organisation, et c'est toujours pas fait. Or, il y a un gros problème de mobilité pour le moment. Les règles de l'Union européenne en matière d'asile et migration font justement l'objet d'une vaste réforme. Est-ce qu'il y aura une section dédiée à la protection des droits des enfants ? Quels sont les points d'attention ? Comment on peut accroître la protection des droits des enfants dans le contexte de cette réforme en cours, pour laquelle vous êtes shadow rapporteur sur un aspect particulier, la base de données européenne des empreintes digitales des demandeurs d'asile ? J'ai bien peur que l'Europe se dote de stratégies liées aux droits de l'enfant, mais n'applique pas les principes et les recommandations de ces stratégies dans ses politiques sectorielles. Et c'est le cas de la politique d'asile et de migration. Le nouveau pacte asile-migration inclut une série de dispositions, et vous venez d'en citer une, qui va à l'encontre, pour moi, de la protection et de l'intérêt supérieur des enfants. La prise d'empreintes digitales d'enfants dans le contexte migratoire à partir de 6 ans ne répond pas à la nécessité de protéger ces enfants. Selon moi, si l'intérêt supérieur de l'enfant était pris en compte, ça ferait longtemps qu'on aurait réglé la situation des camps de réfugiés aux frontières également. Donc il y a des situations de fait qui montrent qu'il n'y a pas de prise en compte systématique des droits des enfants dans le contexte migratoire. La Commission dira que si, que les mineurs non accompagnés sont protégés, mais on sait aussi que dans le contexte migratoire, des milliers d'enfants disparaissent chaque année. Donc il y a des ONG qui s'occupent particulièrement de cet aspect-là, et c'est très très interpellant parce que non seulement ils disparaissent des radars, mais en plus c'est un public dont on ne parle jamais. Ce sont des enfants en errance, mais qui tombent de facto aussi dans des filières liées au trafic des êtres humains,
et donc tous les risques liés à ces filières derrière. Donc bref, tout ça pour dire que malheureusement, non, je n'ai pas un message positif en termes de respect des droits de l'enfant dans le contexte migratoire à apporter. Encore un gros effort à faire en termes de cohérence des politiques. Et là, je pense que la commissaire en charge des droits de l'enfant, la commissaire Soucha, devrait davantage travailler avec notamment la commissaire Johansson en charge du pacte asile-migration pour que ces droits soient réellement respectés et soient effectifs. Par ailleurs, vous appelez au rapatriement de Syrie des enfants belges et européens. On observe une certaine résistance des autorités belges et françaises à procéder au rapatriement de ces enfants. Comment ces réticences pourraient-elles être levées selon vous ? Encore un droit de l'enfant qui n'est pas respecté, n'est-ce pas ? On a des ressortissants européens qui sont coincés dans des camps depuis des années maintenant, dont le camp dont la situation humanitaire et sécuritaire est catastrophique. Au plus on avance dans le temps, au plus la situation se dégrade. Tous ces enfants sont malades, sont en état de malnutrition avancée et donc avec des conséquences sur leur santé et sur leur développement physique qui sont déjà irréversibles. Donc voilà, un enfant qui dès le départ n'a pas les qualités nutritionnelles des aliments et des vitamines pour grandir, grandit mal, avec des répercussions aussi sur leur développement mental, le fait qu'ils grandissent dans la poussière, sans cadre, sans éducation, sans accès à l'école, rien. Et donc évidemment, il n'y a pas que les enfants européens, il y a tous les enfants dans ces camps, hein. C'est bien plus large que la question des Européens, mais néanmoins en tant qu'Européens, on a la possibilité, et c'est juste une question de volonté politique, de rapatrier une partie d'entre eux. Quand je dis une partie, ce sont les Européens, dont les États membres ont la responsabilité. Un État a la responsabilité de ses ressortissants, point. C'est une question de droit également. On parle d'enfants ici, et dans l'intérêt supérieur des enfants, ils doivent être rapatriés avec leurs mamans, qui sont la seule figure de référence qu'ils ont, puisqu'ils sont nés dans leurs bras. Et ont grandi dans leurs bras et n'ont jamais quitté cette figure rassurante. Et donc il faut, pour leur état mental aussi et leur développement futur, une fois qu'ils sont rapatriés, qu'ils le soient avec leur maman et qu'elles ne soient pas laissées sur place. Ça, c'est vraiment un message clé qui est envoyé par tous les experts des droits de l'enfance, mais aussi par les experts de la sécurité. Et ça, ça a évolué récemment, il y a 1 an et demi, 2 ans, où les experts en sécurité et dans la lutte contre le terrorisme estiment aussi qu'il faut rapatrier ces personnes pour les avoir ici, sous le radar, qu'elles soient jugées et qu'elles purgent leur peine en Europe, parce que les autorités kurdes qui ont la charge de ces personnes en Syrie n'ont pas les capacités pour le faire et n'ont pas non plus le même cadre légal qu'en Europe pour juger ces personnes. C'est trop facile, en fait, pour nos gouvernements de se décharger sur les autorités kurdes pour gérer à leur place ce qu'ils devraient gérer en Europe. Un arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme est attendu dans les prochaines semaines dans une affaire française relative au rapatriement d'enfants mineurs et leurs mères. À votre avis, à quoi peut-on s'attendre ? Eh bien, j'espère qu'un État comme la France suivra le droit et suivra l'arrêt de la Cour en exécutant le rapatriement des enfants, parce que c'est bien ça qui est attendu. Voilà, on sera dans un moment post-élection. Est-ce que la France va prendre les devants en rapatriant et n'attendra pas que la Cour lui intime l'ordre de le faire ? Ça, c'est la grande question. On verra dans les prochaines semaines vers quoi on évolue, mais j'espère bien que ça fera bouger les lignes. En Belgique, le gouvernement a décidé l'an dernier de rapatrier une partie des enfants et de leurs mères après un contrôle de sécurité. Ce sont des femmes avec des enfants de moins de 12 ans. Ça, c'est la décision qui a été prise par le gouvernement. Il en reste encore une série sur place, donc on espère là aussi qu'un deuxième rapatriement va avoir lieu. On espérait que le premier rapatriement en déclenche d'autres et déclenche aussi d'autres rapatriements au sein des autres États membres encore concernés. Ma grande demande depuis 2 ans et demi, depuis le début de ce mandat, c'est que la Commission européenne coordonne un tel rapatriement. La Commission européenne s'est toujours retranchée derrière la compétence des États membres, là où elle aurait, selon moi, à minima, la compétence de rassembler les États membres concernés et de voir comment elle peut aider d'un point de vue logistique, d'un point de vue contact politique sur place aussi, pour coordonner les rapatriements et puis organiser les rapatriements intra-européens. Pour finir, un mot de conclusion, Madame la députée ? Eh bien, on a couvert trois thèmes qui sont liés à la sécurité et qui ont pour moi un fil conducteur dans le combat que je mène et que le groupe des Verts mène au Parlement européen. C'est le respect des droits fondamentaux des enfants et plus largement de l'ensemble de la population
des évolutions qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la lutte contre la grande criminalité, amènent à des dérives. Et derrière, ce sont des hommes et des femmes qui voient leurs droits fondamentaux violés, avec des conséquences parfois graves sur le reste de leur vie. Et donc ça, c'est une évolution qui, pour moi, n'est pas possible. On doit pouvoir concilier la lutte contre le terrorisme et la criminalité avec le respect des droits fondamentaux des citoyens, des citoyennes. Merci Saskia Bricmont. Merci beaucoup. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. À bientôt.